Bonjour à tous, bienvenue dans notre première conférence de la matinée. On va commencer ce matin par un petit propos introductif de la part de Agnès Ruette. Alors, hop, je vais partager mon écran pour qu'on démarre. Voilà. Donc, Agnès, je vais peut-être vous laisser tout de suite la parole pour la petite présentation, et puis ensuite, on va se présenter chacun pour cette première partie de la matinée. Merci beaucoup, Anne. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce forum. Donc, je suis Agnès Ruette. Je suis élue donc à Lacran et donc j'ai en charge sur le département de la Seine-Maritime la thématique des circuits courts et du réseau Bienvenue à la ferme. Alors, nous retrouvons aujourd'hui donc pour le forum des fournisseurs. Donc des circuits courts, qui est un événement régional normand, et je tiens à souligner qu'il est réalisé grâce au soutien de la région Normandie dans le cadre du contrat d'objectifs. Je tiens à saluer effectivement la région Normandie parce qu'elle nous soutient dans toutes nos actions, et c'est vraiment un plus. Alors aujourd'hui, c'est notre 3e édition qui se fait en digital. Je trouve que c'est un format qui est assez sympa parce qu'il permet de suivre les conférences et de rencontrer les fournisseurs depuis chez nous. C'est une action qui est organisée en partenariat entre la Chambre d'agriculture de Normandie, le réseau des CIVAM normands et l'association Bio en Normandie. Et donc, le but de ce forum, c'est bien sûr de faciliter la connaissance et les échanges entre les fournisseurs spécialisés en matériel et services pour les ateliers en circuit court et les agriculteurs ou porteurs aussi de projets ayant fait le choix de se déboucher. Et ils sont nombreux et avec tout un tas de remises en question en ce moment. Cette journée doit vous permettre, mais aussi nous permettre de connaître de nouveaux fournisseurs et aussi commencer des échanges avec eux. À ce titre, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous. Il y a encore des créneaux disponibles, un maximum tout au long de la journée, un maximum de rendez-vous peuvent être pris avec chacun des fournisseurs. Pour cela, je vous rappelle que si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez consulter donc l'onglet des fournisseurs et prendre rendez-vous avec eux. Ce sont des rendez-vous de 30 minutes en visio qui se font directement via la plateforme du forum. Donc, et après, vous aurez peut-être un rendez-vous physique avec eux, libre à vous de donner suite. En parallèle au programme, il y a des mini-conférences qui vous sont proposées pour donc aller plus loin sur 4 sujets. Et donc, pour démarrer cette journée, nous allons avoir jusqu'à 10h15 une conférence sur trouver un prestataire pour abattre, découper, transformer ou livrer mes produits bovins, ovins ou porcins, avec l'intervention de Peggy Boucher de Lacran et Nils Olivier de la société Agriflux. Ensuite, à partir de 11h jusqu'à 11h45, nous aurons une conférence sur promouvoir son produit fermier sous toutes ses formes, du papier au numérique, avec l'intervention de 2 entreprises, Bulle Carré, qui est une agence de com, et Alma Food, un concepteur d'étiquettes. Et cet après-midi, nous nous retrouverons sur 2 autres conférences, toujours de 45 minutes, avec un début à 14h où nous reprendrons par un sujet qui peut intéresser tous les porteurs de projets qui souhaitent démarrer une nouvelle activité en circuit court, avec le thème « Créer un atelier de transformation sur mon exploitation », où RS Module et Dalkia Froid interviendront pour proposer leurs solutions.
Et ensuite, nous aurons à 15 heures pour la dernière conférence, nous parlerons logistique et commercialisation avec une conférence trouver un outil adapté à la gestion de mes commandes avec Socléo et la tournée des producteurs. Voilà. Alors, pour assister aux conférences, vous pourrez cliquer sur accès au direct à côté de la session que vous souhaitez suivre. Alors, toutes les conférences sont sous cet onglet, sous l'onglet Programme. Alors, je vous rappelle que les intervenants aux différentes conférences font aussi partie des fournisseurs avec lesquels vous pouvez prendre rendez-vous tout au long de la journée. Je vous le rappelle, hein, libre à vous de trouver un petit créneau horaire qui reste encore disponible. Et enfin, je me permets de noter, avant de laisser démarrer cette journée, le site restera actif pendant plusieurs jours après ce soir pour que vous puissiez retrouver tous les noms des différents fournisseurs qui sont intervenus ainsi que leurs coordonnées. Et les conférences vont être enregistrées pour vous permettre de les revoir en replay si vous le souhaitez. Alors, je vous souhaite un bon forum, plein de bons rendez-vous et de riches échanges. Et je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Voilà, je donne la parole. Merci beaucoup Agnès, merci pour cette très belle introduction. Et donc, on va démarrer tout de suite avec notre première conférence. Donc voilà, trouver un prestataire pour abattre, découper, transformer ou livrer mes produits bovins, ovins ou porcins. Et donc, comme l'a indiqué Agnès, nos deux intervenants de cette première conférence du matin, il s'agit de Peggy Boucher, de la Chambre d'agriculture de Normandie, et de Nils Olivier, de la société Agriflux. Pour cette conférence, donc, je suis appuyée par Florine Leven de l'association Bio en Normandie. Donc, merci à vous qui assistez à la conférence de ne pas ouvrir vos micros. Merci de poser vos questions par le chat et Florine se chargera de prendre vos questions et on aura un moment de questions-réponses à la fin des présentations de Peggy et de Nils. Voilà, donc je vous invite à passer vos questions par écrit et puis voilà, Florine les prendra à l'issue des présentations. Florine se chargera aussi de nous appuyer sur la gestion du temps, voilà, pour qu'on tienne dans le temps qui est le nôtre. Eh bien, je vais du coup tout de suite passer la parole à Peggy pour démarrer. Bonjour à tous. Bah, c'est très impressionnant comme format. J'avais déjà assisté, mais pas en tant que speakerine. Donc, je suis très contente d'être parmi vous. Alors, certains d'entre vous doivent me connaître. Je ne suis pas fournisseur en tant que tel, hein, puisque je travaille à la Chambre d'agriculture. Mais dans ce que je vais vous présenter, vous allez comprendre que ça représente le travail qu'on a fait, peut vous permettre énormément de fournisseurs si vous en aviez besoin. Alors, le projet Normabat, un peu son essence. Il est né d'une volonté de la région et d'Hervé Morin qui voulait un peu savoir où on en était par rapport à l'état des lieux des prestataires qui pouvaient proposer de l'abattage, de la découpe ou de la transformation en circuit court. Donc, ça a démarré par une réunion en 2020 pour mettre tous les acteurs autour de la table. Et à l'issue de cette réunion, donc, on a convenu, il a été décidé que un gros projet copilote, donc vraiment un copilotage par la CRAN et les deux interprofessions, ARIP, donc l'interprofession porcine, et Interbev pour les bovins et les ovins, se réunissaient pour faire un premier état des lieux avec une enquête en ligne dont on parlera des consultations des éleveurs. Et puis, donc ça a débouché sur un plan d'action avec l'embauche d'un
d'un prestataire pour pouvoir poursuivre toutes les rencontres avec les différents maillons de la filière et aboutir à la création d'une boîte à outils. Et c'est cette boîte à outils essentiellement aujourd'hui que je vais vous présenter, qui peut être voilà, le résultat pratico-pratique qui peut vous servir dans vos recherches. Alors, juste parce que je me suis dit que ça pouvait quand même vous intéresser d'avoir un petit éleveur. Donc, c'est pas forcément complètement représentatif, hein, mais enfin, on avait eu quand même pas mal de retours. Donc, 70% étaient en bovin, 38% en ovin, 22% en porc, et par contre, les caprins représentaient vraiment avec un quart des exploitations qui commercialisent 2 espèces. Donc, c'est pas, là, pour le coup, c'est pas anodin. Les nombres d'animaux commercialisés en circuit court sont faibles. Il faut quand même bien l'avoir en tête. Pour les gros bovins, c'est 12 par an, 1 par mois. Les veaux, à peu près pareil. Les ovins, c'est une centaine par an, avec presque, enfin, plus de la moitié qui ont moins de 100 ovins par an, donc avec une grosse variation saisonnière. Et pour les porcs, 200 par an. Alors là, c'était pas très représentatif parce qu'on n'a pas eu énormément de retours. Et en plus, 83% du nombre de porcs, donc voilà, c'était pas forcément hyper représentatif. L'organisation des éleveurs pour commercialiser leur production, donc très forte dépendance des entreprises d'abattage. En bovin et en ovin, très forte dépendance vis-à-vis des entreprises de découpe, ce qui est un peu moins vrai en porcin, avec certains qui ont leur labo pour la vente en carcasse, donc un degré de dépendance moindre. Et puis, une vente en colis très majoritaire par rapport à la vente au détail. Voilà, donc ça, c'est un petit tableau état des lieux. Donc, je vous passe tout l'aspect consultation des différents maillons de la filière pour arriver directement à l'outil. Donc, l'outil, c'est quoi? C'est un arbre de décision, donc qui va être mis en ligne. Là, il y a une dernière relecture par les interpros qui va être mis en ligne, sur lequel, alors vous avez déjà en ligne sur le site de la Chambre d'agriculture accès à ces informations-là, mais elles ne sont pas aussi joliment mises en forme. Voilà. Là, en fait, il n'y a pas que l'aspect joli, il y a l'aspect pratique, c'est-à-dire qu'il y a un arbre de décision qui n'y a pas encore en ligne, hein, c'est cet arbre de décision qui va être mis en ligne, qui permet de couvrir tous les cas de figure, enfin, on a essayé, ovin, porcin, bovin, avec après des fourches, selon que vous transportez, vous ne transportez pas, vous êtes autonome ou pas autonome dans le transport de vos animaux. Alors, il y a un petit cas particulier pour les ovins avec la possibilité de rejoindre un centre d'allottement, ce qu'il n'y a pas dans le cas des porcins et des bovins. Et ensuite, selon votre situation géographique, au centre ou à l'est de la Normandie. Alors, évidemment, donc on a fait ensuite, on a même été plus loin pour faire des cas de figure inférieure, de route inférieure à 2 heures, etc. Il a bien fallu qu'on fasse des choix sur les points. Quand on part donc pour l'est, on a pris Évreux comme point central. Pour le centre, on a pris Livaro. Et pour le ouest, on a pris Vire. Voilà. Donc, c'est effectivement à pondérer par rapport à ça. Et donc, concrètement, quand vous allez cliquer sur ovin, transporte les animaux est, par exemple, vous allez tomber, donc c'est interactif, sur une fiche pour éviter les manips. Vous tomberez directement sur une fiche, voilà. Donc, je vous ai mis des exemples très détaillés qui vous donnent toutes les possibilités que vous avez pour faire abattre, transformer. Et selon la couleur des flèches, vous savez comment se passe le flux logistique. Voilà, donc là, par exemple, on voit éleveur porcin. Je vous ai pris un éleveur pour les porcins à l'ouest, pour les bovins dans le centre et pour les ovins dans l'est. Mais il y a 18 ou 19 cas de figure. Hein, donc, c'est très riche, ça se veut exhaustif. On a pris les abattoirs aussi qui sont en périphérie proche de la Normandie.
les outils aussi des coupes transformation. Donc voilà, en bleu, ce sont les pavés des abattoirs qui se situent dans ce cas de figure-là, que je ne vous dise pas de bêtises, à moins d'1h30. Donc on en a 4. Hop. Je vais vous les lire parce que là c'est un peu difficile à voir sur la diaporama. Donc on a 40 ans, Saint-Aubin, Pré-en-Paille, comme solution de découpe transformation, TEBA, TVR et LH Service. Voilà, donc ce sont des ateliers, les abattoirs sont à moins d'1h30 de route, quand on considère, comme on est à l'ouest, Vire comme point central, et les ateliers à moins de 1h40. Voilà, donc toutes ces informations-là, donc là tu peux passer à la diapo suivante, sont répertoriées, enfin toutes les informations concernant les entreprises d'abattage, découpe, transformation sont répertoriées sur une cartographie, comme vous pouvez le voir, avec sous forme de petits pictos. Je pense que vous commencez un peu à avoir l'habitude de ces cartos, hein, où quand on clique sur le picto de LH Service, on a les coordonnées de l'entreprise, bien évidemment. On a la personne qui s'occupe particulièrement de la prestation en circuit court, en général, quand ils en ont un. Sinon, bon, c'est la personne qui s'occupe de l'accueil des clients en général. On vous a précisé les espèces concernées, s'il y avait un agrément bio, les prestations proposées, jours et horaires d'abattage, découpe, transformation. Et voilà, là, dans ce cas-là, vous avez le contact téléphonique de la personne en question. Voilà, donc j'en ai fini pour ma part et je vais laisser la parole à Anne. Merci beaucoup Peggy pour cette présentation. Et donc voilà, parmi les prestataires qui sont donc voilà, bientôt tous les résultats seront disponibles de manière interactive comme Peggy l'a indiqué. Si vous avez des questions par rapport voilà, à l'intervention de Peggy, encore une fois, je vous invite à les mettre dans le chat et puis voilà, on les prendra en fin de présentation. Et donc voilà, tous les prestataires qui sont recensés, qui ont été recensés au travers de ce travail-là, tous ne proposent pas de prestations autour du transport, que ce soit le transport amont des animaux vivants ou le transport aval des produits finis. Donc avant de laisser la parole à Nils Olivier d'Agriflux, qui a des éléments à nous proposer par rapport à ça, on voulait vous proposer un léger pas de côté réglementaire autour de cette question du transport. Donc, je vais m'en charger de manière la plus synthétique et efficace possible. Donc, tout d'abord, le transport d'animaux vivants, c'est quelque chose qui est réglementé, il est nécessaire d'avoir des moyens de transport qui soient adaptés, notamment pour respecter le bien-être animal. Il faut que les animaux transportés soient aptes au voyage. Donc voilà, on ne transporte pas les animaux malades, des animaux en gestation, ni les nouveau-nés. Et il faut suivre ce transport d'animaux vivants au travers de registres de transport. Voilà, donc c'est nécessaire d'effectuer un certain nombre d'enregistrements écrits des animaux transportés. Pour transporter les animaux vivants, il faut aussi être titulaire d'un certificat de compétence de transport aux animaux vivants. Donc voilà, ça c'est pour vous, voilà, agriculteurs, quand vous transportez vos animaux à l'abattoir. Et ce certificat, il est nécessaire de l'avoir quand la distance à parcourir avec l'animal est supérieure à 65 km. Et il y a aussi l'autorisation de transporter, voilà, qui est un autre document à avoir. L'autorisation de transporter, ça s'obtient au travers d'un CERFA, tout simplement.
Voilà, on a deux types deux niveaux d'autorisation de transporter en fonction de la durée du transport pour les animaux. Voilà, donc je vous ai remis là en bas du diaporama des différentes manières d'obtenir ces deux autorisations. Donc à chaque fois, c'est voilà, des justificatifs à remplir. Et pour le certificat de compétence au transport d'animaux vivants, il y a aussi une formation à suivre. Et ensuite, pour les produits finis, évidemment, il faut respecter la chaîne du froid pour les produits qui sont à température contrôlée, température dirigée. Et là, on peut voilà, avoir sous les yeux les différentes températures à respecter pour les différents produits qu'on veut transporter. Pour le transport de produits qui doivent être transportés sous température dirigée, un véhicule réfrigéré est nécessaire et il peut être nécessaire aussi d'avoir un véhicule qui soit certifié, ce qu'on appelle ATP. C'est une attestation de conformité technique voilà, on va voir dans quel cas est-ce qu'on peut s'en passer, mais voilà, c'est une attestation de conformité technique qui est délivrée lors de la mise en service d'un véhicule frigorifique et pour lequel, en général, l'attestation est délivrée à la mise en service du véhicule et il faut ensuite pouvoir la renouveler. Donc, voilà, et plus le temps passe, plus voilà, il y a des choses à effectuer pour le renouvellement de cette certification ATP. Il y a 3 catégories de certification ATP en fonction de la température du véhicule frigorifique en question. Classe A entre 12 et 0 degrés, classe B entre 12 et moins 10 degrés et classe C entre 12 et moins 20 degrés. Et voilà, le renouvellement de la certification ATP est aussi nécessaire en cas de changement de propriétaire ou de modification importante du véhicule. Il y a certains cas sur lesquels on peut se passer de cette certification ATP, c'est notamment si le transport de la denrée est fait sur une distance inférieure à 80 km et sans rupture de charge. Ce qu'on appelle sans rupture de charge, ça veut dire sans ouverture des portes ou des portes du camion ou des vannes dans le cas de citerne. Et voilà. Le deuxième point dans lequel on peut se passer de la certification ATP, c'est pour le transport en citerne de lait, crème destinée à l'industrie. Voilà. Donc, et là, pareil, là, la rupture de charge, c'est pour un transport qui est inférieur à 200 km. Mais dans tous les cas, qu'on soit soumis ou pas à cette certification de véhicule, certification ATP, il est indispensable de maintenir la température réglementaire, donc ce qu'on a vu juste avant, voilà, par les moyens que vous déciderez. Ça peut être un véhicule frigo ou ça peut être des conteneurs isothermes avec voilà, du maintien de froid à l'intérieur, ça peut être des systèmes de glacières électriques, enfin voilà, il y a plusieurs moyens pour arriver au but souhaité. Voilà pour le petit écart réglementaire sur la partie transport. Et maintenant, je vais laisser la parole du coup à Niels Olivier pour nous présenter voilà, la logistique et le champ d'intervention de la société Agriflux. Merci Anne. Voilà, donc je reprécise tout de suite. Donc moi, je m'appelle Niels, je suis président de la société Agriflux. Ce que nous faisons, on appelle ça le transport en commun des produits locaux, c'est-à-dire on cherche à déployer des solutions de transport pour les circuits de proximité avec des circuits les plus mutualisés possibles. Aujourd'hui, on est actif en Occitanie et en Normandie, on est en discussion avec le Cotentin pour pouvoir peut-être installer dans un futur plus ou moins proche nos solutions. En tout cas, aussi, ce qui est important par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que nous, on fait du transport et notre solution vise à faire du transport de produits finis et pas d'animaux vivants. Et prendre donc en considération toutes ces réglementations-là. Alors, notre solution, on la développe depuis l'année 2019 et vraiment autour de ces questions-là, c'est-à-dire aujourd'hui, finalement, quand on se penche un peu sur les circuits alimentaires de proximité, la vente directe, les circuits courts, la vente locale, alors il y a toujours des notions un peu différentes, mais ça se recoupe pas mal, tout ça.
eh ben, on remarque un peu partout en France des choses communes. C'est que déjà, aujourd'hui, en l'état actuel, les livraisons dans ces circuits-là prennent beaucoup de temps aux producteurs. Et ça, c'est quelque chose qui ressort des études, mais aussi des remontées en fait, du terrain, hein, des producteurs. Quand on fait les calculs réels des coûts logistiques dans ces circuits de proximité, on se rend compte que ça coûte assez cher, et je vais revenir là-dessus. Et finalement, la question se pose, c'est de dire, est-ce que la logistique actuelle, qui manque un peu de solutions dédiées, n'est pas un frein au développement des circuits alimentaires de proximité, et donc d'une transition alimentaire? Et ce qu'il y a à voir, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui rendent compliquée cette logistique par rapport aux circuits longs finalement habituels. C'est les volumes de chaque livraison, c'est la variabilité des flux aussi par les saisonnalités, mais aussi par les achats qui sont peut-être moins réguliers chez les clients. C'est la dispersion des différents fournisseurs qui ne sont pas forcément regroupés à travers des structures ou des coopératives ou des intermédiaires. Et aussi, c'est parfois sur des produits qui ont de faibles marges et pour lesquels la logistique ne doit pas représenter un coût énorme. Donc, on peut passer à la slide suivante et on va voir un peu comment ça se concrétise, ces problématiques. En fait, en l'état actuel des choses, par rapport à ces problématiques, ce qu'on observe, c'est que plus de 85% des producteurs sur le territoire national, dans ces circuits de proximité, livrent eux-mêmes faute de solutions dédiées et finalement ont à subir ces temps longs et ces coûts à gérer en propre. Ce qu'on remarque, c'est que parfois, c'est de 6 à 10 heures par semaine qui sont passées à faire de la livraison. C'est des débouchés qui sont limités pour ces producteurs-là, puisque finalement, à un moment donné, on vend là où on peut aller livrer, et on ne va pas livrer toute la semaine, donc ça limite. Et que finalement, les coûts mesurés en prenant en compte le temps passé, l'amortissement du véhicule, le coût du trajet, ça représente parfois de 20 à 50% du chiffre d'affaires des producteurs, hein, le coût logistique en circuit de proximité, par rapport aux 10% sur les circuits longs. Donc on voit qu'il y a un gros écart qu'il faut chercher à réduire. Donc c'est un peu l'objet de ce qu'on cherche à faire, et je vais expliquer après comment. Et finalement, pour les territoires et les consommateurs, c'est un frein à l'accès aux produits locaux, et finalement un frein à tous les objectifs qui sont donnés par les projets alimentaires territoriaux, par les collectivités, pour mettre en place plus de produits locaux dans la population, dans l'alimentation. Techniquement, la difficulté, elle est où? C'est que, comme j'ai dit, comme il y a moins d'intermédiaires, naturellement, les ventes sont plus cloisonnées. C'est-à-dire qu'un producteur local, et quand je dis un producteur, hein, j'ai parlé d'un producteur agricole, d'un artisan, d'un transformateur, hein, toutes ces structures qui produisent donc tout type d'aliments, mais ils vendent en direct, et ça crée des cloisonnements commerciaux, c'est-à-dire que chacun a son canal de vente, et naturellement, la logistique, elle va être cloisonnée, c'est-à-dire que chacun va essayer de gérer la logistique de son côté. Et le vrai enjeu de toute logistique, c'est de massifier les volumes, c'est-à-dire d'être capable de traiter beaucoup de flux en même temps pour pouvoir remplir des gros véhicules. Et donc, pour les circuits de proximité, ça implique forcément la recherche de mutualisation des flux. Et ça, c'est tout l'objet donc, de ce que nous, on fait à Agriflux, c'est de mettre en place une solution qui va réussir à mutualiser les flux à l'échelle d'un territoire pour les circuits de proximité. Donc, comment on va répondre à cet enjeu-là? Donc, à l'échelle locale, vas-y, Anne. Donc, première étape, notre métier, il est d'agréger les flux chez les différents acteurs des circuits de proximité, chez les producteurs, les transformateurs, comme j'en ai parlé, mais aussi en passant par les distributeurs, les clients qui vont pouvoir aussi aider à rassembler les flux. On va s'interfacer avec les différents acteurs, en fait, et on va aller chercher les besoins de livraison et on va les traiter en même temps, en collaborant avec les différentes structures des territoires. Ensuite, deuxième métier qu'on propose, c'est l'optimisation et l'automatisation de la chaîne de transport. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On va chercher à bien optimiser, mutualiser la chaîne de transport, c'est-à-dire de la ramasse, des tournées de ramasse, de la gestion de tri dans des plateformes de stockage, mais aussi de la distribution chez les clients. Et toutes ces étapes-là ont besoin d'être massifiées et demandent une gestion, une coordination. Donc là, c'est aussi quelque chose qu'on va faire avec des outils informatiques dédiés et un savoir-faire logistique aussi dédié à cette problématique. Et enfin, on va opérer, donc dans notre solution, on opère le transport, c'est-à-dire qu'on propose concrètement des solutions de livraison à ces acteurs-là pour les prendre en charge. Et la particularité, c'est que nous, on vient pour coordonner les moyens logistiques sur un territoire. On n'a pas nos propres flottes, ou alors très très peu. On va surtout essayer de réutiliser les transporteurs et les plateformes qui sont déjà sur les territoires pour les mettre au service de ces circuits-là et les organiser de manière optimisée pour ces circuits-là. Le but étant donc d'avoir un service qui va mailler le territoire et permettre à chaque acteur de trouver une solution de livraison, un service de livraison vers sa clientèle dans un réseau partagé, mutualisé, d'où l'idée de transport en commun des produits locaux.
Alors, concrètement, et on peut passer à la slide suivante, ce qu'on met en place, c'est un guichet donc, de transport sur le territoire qui va s'adresser donc à ces acteurs-là, hein, je reprends un peu le concept, qui vend un service de ramasse, des services de ramasse et de livraison. Agriflux donc vend tous ces services et à partir de tous ces flux à gérer, donc va organiser la chaîne de transport et piloter les transporteurs, les hubs locaux qui sont ses partenaires territoriaux pour pouvoir ensuite aller livrer les différents clients de type professionnel ou relais ou associatif, c'est-à-dire des distributeurs, la restauration privée ou collective, les commerçants, les points relais, finalement tout sauf la livraison aux particuliers qui est une logistique vraiment très très particulière et qui est difficilement finalement optimisable dans un réseau global. Donc là, par contre, ça sera plutôt des solutions dédiées pour de la livraison particulière. Nous, on permet vraiment d'assurer, de proposer un service de livraison du premier kilomètre en milieu rural vers le client, que ce soit en milieu urbain ou rural. On peut passer à la suite. Ça se concrétise. Alors, tout simplement, ce service de transport, il est proposé à travers différents outils, aussi bien de l'applicatif qui permet à chaque utilisateur de pouvoir commander un transport à travers une application, mais ça peut aussi très bien passer par téléphone, par email. Le contact, on a un service, on met en place un service client qui propose une tarification adaptée au local, tarification intéressante du fait des moyens de massification qu'on apporte en gérant justement cette logistique à l'échelle des différents acteurs. Vous avez bien compris du coup qu'on est capable de livrer pour n'importe qui et donc on fait partager le réseau de transport entre les différents canaux commerciaux. Et ensuite, on propose des services, par exemple, pour proposer de l'impression des étiquettes, pour pouvoir poser sur les colis, envoyer les colis, et de la traçabilité, enfin voilà, tous les services qui permettent d'assurer une livraison avec le suivi qui va bien derrière et les services qui vont bien. Passer à la suite aussi. La valeur ajoutée, donc, elle est principalement déjà au niveau, pour les producteurs, c'est qu'on leur propose vraiment un service territorial de livraison qui leur évite d'avoir à passer justement tout le temps, autant de temps par semaine à le faire eux-mêmes. Donc, c'est du temps gagné sur le cœur de métier. C'est du temps aussi qui peut être dédié soit à la production, soit à la vente et à la recherche de clients. On enlève la limite finalement de la logistique, c'est-à-dire que comme on livre l'ensemble du territoire, ça permet aux producteurs d'aller chercher des clients sur l'ensemble du territoire sans limite. Et il y a un gain économique du fait aussi indirect, du fait de ce gain de temps, mais aussi du fait de la massification du réseau de transport. Au lieu que chacun fasse une livraison avec un véhicule peu adapté, mal rempli, nous on arrive à faire donc des livraisons avec des gros véhicules bien remplis, pour dire les choses simplement. Au niveau des distributeurs commerçants, l'intérêt c'est vraiment d'avoir moins de commandes à réceptionner par jour, puisque aujourd'hui, pour ces acteurs-là, il y a autant de réceptions que de fournisseurs. Nous, on regroupe tout ça et ça permet d'économiser du temps pour les commerçants. Et enfin, à l'échelle de la collectivité, on va vraiment permettre qu'il y ait moins de véhicules sur la route, puisqu'on mutualise. Il y aura un véhicule pour plusieurs flux de vente. Et donc, on peut théoriquement atteindre des réductions d'émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 70%. Et on accompagne et on compte, nous, notre mission et notre objectif, c'est de permettre aux économies de proximité de se développer sur la base de cette infrastructure logistique qu'on cherche à déployer sur les territoires. Ouais, on peut passer à la slide suivante aussi. En étape, alors comme j'ai dit, en Normandie, on n'est pas encore opérationnel. Nous, la manière dont nous nous installer, ça se passe en 3 temps. C'est-à-dire, en premier temps, on va étudier le territoire par un diagnostic qui va nous permettre de poser un modèle logistique adapté aux besoins du territoire en fonction des acteurs qui s'y trouvent, des transporteurs qu'on peut y trouver. Et on va adapter agilement le bon réseau de transport qui va être capable de répondre aux besoins et qui va s'adapter à la montée en charge progressive. Une fois qu'on a posé ce diagnostic, on met en place l'amorçage, c'est-à-dire qu'on va mettre en place notre solution de transport auprès des premiers acteurs partenaires sur le territoire et donc au service des personnes qui sont intéressées. Et notre objectif pendant cette étape-là, c'est de monter en charge dans les moyens de transport utilisés pour qu'ils soient amenés à devenir rentables. Parce qu'en démarrage, toute solution logistique, il faut aller chercher à remplir les véhicules et trouver des clients, trouver donc des acteurs qui vont participer à ce réseau de transport. Ça, c'est l'amorçage. Et ensuite, étape 3, élargissement, c'est une fois qu'on a viabilisé le système logistique, peut-être avec une première cellule, un premier noyau d'utilisateurs, et on l'élargit plus largement sur le territoire et vraiment, on le rend complètement à disposition de l'ensemble d'un territoire, puisqu'on a permis, économiquement, il est viable, et donc on est capable d'aller vraiment l'élargir et de faire gagner en performance. Voilà.
Et puis, je crois qu'on est arrivé à la fin. Oui. Oui, on arrive à la fin de ta présentation. Et du coup, donc merci beaucoup pour cette présentation détaillée de votre activité. Et du coup, on va laisser place à vos questions. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Florine, si tu as des questions à nous faire passer pour les intervenants. Tout à fait. Une première question qui est plutôt destinée à Peggy. Combien de personnes ont répondu au sondage concernant Normabat? Quelle est l'étendue du panel des personnes qui ont répondu? Faut que je mette mon micro. En fait, il y a 2 enquêtes. Il y a eu une première enquête en ligne durant l'été où là, on a eu... et ça fait déjà un petit moment, mais on a eu 200 ou 300 retours, je crois. Et sur les consultations, par contre, où là, c'était des réunions physiques avec déplacement physique des intervenants, enfin des éleveurs, pardon. Là, on a eu 80, un petit peu moins de 100 participants. Très bien, merci. Il y avait aussi plusieurs questions sur le lien pour trouver l'outil. Il y a eu un lien qui a été proposé dans le chat, mais comme tu as dit, Peggy, qu'il n'était pas encore disponible, je ne suis pas sûre que ce soit le bon lien. Est-ce que tu pourrais, si c'est le cas, le mettre dans le chat, le lien pour Alors, je ne l'ai pas testé, celui qui a été mis dans le chat. En fait, en ligne, là, sur le site Chambre, on a dédié pour effectivement cette boîte à outils, donc où il y a la carte. Là, pour le coup, elle est complètement opérationnelle et elle est à jour. On l'a encore mise à jour récemment avec les informations qu'on avait, et elle le sera régulièrement. Pour les cas types, pour l'instant, ils sont aussi en ligne. C'est sous forme d'un lien ClickLab avec un PowerPoint, voilà, qui n'est pas aussi convivial. Qui vont être mis en ligne très rapidement. Alors, si je vais vérifier cette histoire de lien, je vous le remets dans le chat, il n'y a pas de souci. Bien. Une question pour Agriflux. À quelle date pensez-vous être opérationnel sur la Normandie? Et quel est le pas de temps? Deux questions en tout. Quel est le pas de temps pour la Normandie? Compte tenu des avancées avec le Cotentin, peut-être qu'un projet, donc une phase de diagnostic pour nous permettre déjà de modéliser notre système sur le territoire pourrait intervenir en 2023. Donc je pense qu'en opérationnel, il faut plutôt compter 2024 pour être capable de mettre en place le réseau de transport et les services. Malheureusement, en fait, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, on déploie des solutions qui partent de zéro, hein, c'est-à-dire que vraiment, le réseau logistique des circuits de proximité, il est inexistant et en fait, on développe des solutions et forcément, ça demande à mettre en place des nouveaux systèmes, donc ça prend un peu de temps. Voilà. Donc, je pense que c'est pour ça qu'en 2024, c'est ce qui semble raisonnable. Très bien, merci. Il nous reste à peine 4 minutes. Je vois qu'il y a un lien qui a été reproposé par Sarah dans le chat qui est différent du premier. Effectivement, où on parle de Normabat. Je vous laisserai aller le découvrir directement. Et puis, je pense qu'on peut passer à la conclusion. Anne, je te repasse la parole. Merci. Peut-être j'avais juste par rapport à la question que tu as évoquée du chat, Florine, et puis par rapport à la réponse de Nils, peut-être une petite question complémentaire. Donc, voilà, il y a des démarches qui sont entamées avec le Cotentin, c'est ça, et voilà, là vous nous dites pensez être opérationnel pour peut-être 2024, mais donc là le point d'entrée c'est toujours des collectivités, ou à quel point est-ce que ça peut être peut-être des collectifs d'agriculteurs, ou voilà, à quel point ça doit passer par une commande publique ou peut-être par un groupement à échelle des territoires? Alors, ça peut passer par différents modes de diagnostic ou en tout cas de partenariat. Le besoin, pour vous faire comprendre pourquoi, hein, parce que le besoin que nous, Agriflux, on a pour s'installer sur un territoire,
c'est de mettre en place un vrai projet qui est capable déjà de débloquer des financements, parce que finalement, toute cette installation d'un service a un coût, mais aussi de mettre en place des partenaires qui vont nous permettre d'être capables de lancer le système logistique dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec des personnes qui vont nous permettre de l'utiliser, enfin qui vont l'utiliser, qui vont l'exploiter et qui ne soit pas mis pour rien. Et ça demande d'être capable d'animer, d'avoir des partenaires avec qui on peut animer l'écosystème alimentaire, créer de l'engagement. Et c'est pour ça que nous, on doit sécuriser un peu ces partenariats-là. Aujourd'hui, avec le Cotentin, il y a quelque chose qui avance. Et en réalité, ça pourrait se faire avec d'autres structures du moment que ces conditions sont réunies et qu'on est capable de définir ensemble un projet qui nous permet d'aller travailler sur tel ou tel morceau de territoire. Et l'autre chose importante, c'est d'avoir la bonne échelle. Pour entendre, c'est finalement ce réseau logistique, comme je dis, il a besoin d'être massifié. Pour massifier, il doit aller chercher une échelle qui permet d'aller atteindre les volumes et les taux de massification recherchés. Et cette échelle-là, en fait, nous, de notre expérience pour les réseaux de proximité, c'est très important plutôt qu'elle soit entre le département et la région. Hein. C'est vraiment ça ce qu'on a vu par rapport à l'Occitanie. C'est que quand on est sous l'échelle départementale, ça va être compliqué avec aujourd'hui les volumes qui sont dégagés dans les réseaux de proximité, de dégager justement suffisamment de flux pour vraiment créer un système performant. Il faut aller chercher jusqu'à quasiment l'échelle de la région pour avoir ces seuils de volume qui permettent d'avoir la performance économique et écologique voulue. Pour l'instant, le but étant, comme j'ai dit, dans un futur, que finalement ça fasse un peu un effet boule de neige et que le réseau logistique permette aux économies de proximité de se déployer plus facilement, c'est-à-dire une fois que l'infrastructure est présente, progressivement, les producteurs, les acteurs, les transformateurs, même les magasins, peuvent se projeter plus facilement sur de la commercialisation en local. Et là, il y aurait logiquement plus de volume qui permettrait même d'être performant à des échelles moindres. Mais on n'en est pas encore là aujourd'hui. Merci. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir conclure cette première conférence de la matinée. Donc, merci à nos 2 intervenants et merci à Agnès Rouette pour l'introduction à la journée. Merci à tous pour vos questions et voilà, n'hésitez pas donc à prendre rendez-vous avec l'ensemble des fournisseurs qui sont présents aujourd'hui. Voilà, il y a encore quelques créneaux ouverts avec les uns et les autres. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et on se retrouve à 11h pour la 2e conférence de la matinée, promouvoir son produit fermier sous toutes ses formes, du papier au numérique, avec l'intervention de Bulle Carré et de Alma Food. Donc, bonne journée à tous et à tout à l'heure pour ceux qui nous rejoignent. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.